Et voici une nouvelle leçon du professeur Dionysos. Bonjour tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais sur mon bar et dans ma vidéo, toi? Ne fais pas comme si t'étais surpris. C'est toi-même qui as demandé des suggestions pour un personnage secondaire qui te donnerait la réplique. Ce n'est tout de même pas ma faute si c'est le chat de ta petite sœur qui a été retenu. Ouais, je te signale que moi aussi j'étais dans la liste. Oh, et après tout, pourquoi pas? Aujourd'hui, je vous propose un petit jeu. Serez-vous capable de classer les cartes suivantes correctement? Bon, alors c'est facile. D'un côté, il y a les vertébrés et de l'autre, les invertébrés. Non, Pacha, tu as fait fausse route dès le départ. À la base, on classe les êtres vivants en fonction de ce qu'ils ont, pas en fonction de ce qu'ils n'ont pas. Donc vertébré est un choix pertinent, mais invertébré ne l'est pas. Ah, zut alors, je recommence. On met les vertébrés d'un côté. Jusqu'ici, ça va? Oui, aucun problème. Alors, de l'autre côté, je vais séparer les insectes, les arachnides, les mollusques et les autres. C'est déjà mieux. Tu commences à faire des catégories selon ce que certains êtres vivants ont en commun. La vraie classification est un petit peu plus compliquée, mais c'est déjà une bonne base. Mais à présent, partons d'un ensemble cohérent que tu as déjà établi, les vertébrés. Nous sommes d'accord pour dire que ce sont les animaux qui possèdent un squelette interne. À présent, comment vas-tu les classer? Eh ben, c'est très simple. Il y a les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Eh bien non, Pacha. Même si c'est ce que nous avons appris à l'école, c'est au mieux imprécis et au pire complètement faux. Je t'ai déjà dit plus tôt qu'on classait les êtres vivants en fonction de ce qu'ils avaient en commun. Mais ça va bien au-delà de simples caractéristiques physiques comme les écailles, les plumes ou les poils. Les mots poisson ou reptile ne veulent en réalité rien dire. Parlons des écailles. On les attribue traditionnellement aux poissons et aux reptiles. Mais comment appellerais-tu ce qui recouvre les pattes des oiseaux? Et puis, il existe des poissons sans écailles. As-tu déjà vu des écailles sur un requin ou une raie? Ensuite, parlons des plumes. Aucun doute, aujourd'hui, seuls les oiseaux en sont pourvus. Oui, mais il est depuis belle lurette démontré que certains dinosaures en étaient recouverts. Les fameux vélociraptors que nous connaissons bien ressemblaient en fait à d'énormes poulets particulièrement vicieux. Et le terrible tyrannosaure aurait lui-même pu arborer un magnifique plumage coloré. Donc non, les plumes ne concernent pas que les oiseaux. Oui, mais on sait que les oiseaux sont les descendants des dinosaures. En réalité, les oiseaux sont des dinosaures. Plus précisément, des dinosaures théropodes, tout comme le vélociraptor ou le tyrannosaure. Et nous arrivons déjà à la première limite de la classification traditionnelle. Il n'y a aucun sens à mettre les oiseaux d'un côté et les reptiles de l'autre. Nous sommes d'accord pour dire que les dinosaures étaient des reptiles, or les oiseaux sont des dinosaures. Donc logiquement, les oiseaux devraient être des reptiles. D'accord pour les oiseaux, mais on est d'accord que pour les animaux qu'on appelle reptiles, ils forment un groupe à part entière, non? Ils ont tous des écailles. C'est ce qu'on pourrait penser au départ, mais ce n'est en réalité pas le cas. Les lézards et les serpents rentrent dans le groupe des squamates, les tortues dans le groupe des chéloniens, et les crocodiles dans le groupe des archosaures, de même que les alligators, les caïmans, les gaviales, mais aussi les oiseaux. Et au passage, tous les dinosaures, les ichthyosaures et les ptérosaures, même si bon nombre d'entre eux n'existent plus depuis longtemps. Pour résumer, il y a plus de similitudes entre un crocodile et une hirondelle qu'entre ce même crocodile et un lézard. Tu vois, reptile n'a pas de sens si tu choisis d'en exclure les oiseaux. Mais ce n'est pas tout. Certains reptiles éteints sont bien plus proches des mammifères actuels, et donc de l'homme, qu'ils ne le sont d'autres reptiles qui existent encore. Donc, si le mot reptile avait un sens pour désigner un ensemble d'animaux, il faudrait y inclure les oiseaux et les mammifères. Or, on les désigne comme des groupes bien séparés des autres. Je te sens un peu perdu, c'est normal. Pour simplifier, quand on veut désigner un groupe d'êtres vivants, on le désigne selon un ancêtre commun, qu'on ne connaît pas forcément, et l'ensemble de ses descendants sans exception. Donc par exemple, le chat et le tigre sont des félins, mais pas le chien. Tous sont des carnivores, mais pas le bonobo. Tous sont des mammifères, mais pas la mésange bleue, etc. Nous reviendrons ultérieurement à une classification plus détaillée. Mais les poissons dans cette histoire, ils ne forment pas non plus un groupe à eux tout seuls? Eh bien non. Parmi les poissons, on peut distinguer ceux qui ont un squelette cartilagineux, les chondrichtiens, ce sont les requins et les raies.
De l'autre côté, on trouvera ceux qui ont un squelette osseux, les ostéictiens. Ce sont notamment les saumons, les thons et les poissons rouges, mais aussi l'ensemble des vertébrés terrestres. Donc, dans l'arbre généalogique, même si ce terme est incorrect, on peut constater qu'un esturgeon est génétiquement plus proche de toi qu'il ne l'est d'un grand requin blanc. Or, ces deux derniers sont des poissons, mais pas toi. On peut en conclure que d'un point de vue strictement scientifique, poisson n'a pas de sens, pas plus que reptile ou encore singe. Mais alors, où est la place de l'homme dans tout ça? Et celle du chat tant qu'on y est? Ah, l'homme. Pour simplifier les choses, classons-le uniquement parmi les espèces qui existent encore. Nous pourrions bien sûr le classer parmi des espèces éteintes, mais sa seule place parmi les autres primates actuels ou disparus vaudrait une vidéo à elle toute seule. Premièrement, l'homme, ou Homo sapiens, est un hominina, ce qui inclut plusieurs espèces éteintes. Ensuite, c'est un hominini, comme les chimpanzés et les bonobos. Remontons encore un peu, c'est un homininé, comme les gorilles. Ensuite, c'est un hominidé, comme l'orang-outan. En français, on appelle ce groupe les grands singes. Et tu noteras que je n'hésite pas à inclure l'espèce humaine parmi les singes, puisque, pour des raisons citées plus haut, il n'y a aucun sens à mettre l'homme d'un côté et l'ensemble des primates de l'autre. Il y a plus de similitudes entre un chimpanzé et moi qu'entre ce même chimpanzé et un gorille. Ensuite, l'homme est un hominoïde, comme les gibbons. Ces singes, dont l'homme, ont en commun le fait de ne pas avoir de queue. Puis, c'est un catharinien, autrement dit, son nez est dirigé vers le bas, comme les macaques. Ensuite, c'est un aplorinien, c'est-à-dire qu'il a un nez, et pas une truffe, comme le tarsier. C'est aussi un primate, étant donné qu'il a un pouce opposable, comme l'ensemble des lémuriens. C'est un euarchontoglyre, ce qui le rapproche des dermoptères, tels les colugos, les scandantiens, tels les toupailles, les rongeurs, tels la souris, ou les lagomorphes, tels le lapin. Tout ce joyeux monde forme le groupe des boréo-eutériens, soit les mammifères du Nord. Enfin, ce sont tous des placentaires, c'est-à-dire que leurs femelles portent et nourrissent leurs enfants en elles avant de les mettre au monde. Et ce, qu'on parle d'une souris, d'une baleine, d'une éléphante, d'une musaraigne ou d'une reine râteau-pnue. Ce qui n'est pas le cas des marsupiaux. Le kangourou et le koala, pour ne citer qu'eux, mettent au monde leurs petits avant de les porter dans une poche ventrale. Mais, placentaires ou marsupiaux, vous êtes tous des terriens. Votre maman n'a pas dû pondre un œuf avant de vous mettre au monde, ce qui n'est pas le cas des monotrèmes tels que l'ornithorynque ou l'échidné, qui partagent avec vous le fait d'être des mammifères, c'est-à-dire nourris au lait maternel dans la première période de votre vie. À partir d'ici, le chemin se simplifie, si j'ose dire. Tout comme la tortue lutte, la mésange bleue ou le crocodile du Nil, tu es un amniote. Ta maman n'a pas eu besoin d'abandonner ses œufs dans un milieu humide pour qu'ils se développent. Et comme le dendrobate ou le triton, tu es un tétrapode. Tu as 4 membres. 2 antérieurs et 2 postérieurs. Et puis, tu possèdes des poumons, comme le dipneuste. Par contre, lui, c'est un poisson. Et avec lui, tu partages le fait d'avoir des membres charnus. Comme le sélacanthe. Et lui, comme toi, vous possédez un squelette osseux, ce qui est aussi le cas de l'esturgeon, mais pas du grand requin blanc. Tous ensemble, y compris des milliers d'espèces que nous n'avons pas nommées, vous formez le clade des vertébrés. Et oui, vous avez une colonne vertébrale. Et vous faites aussi partie des chordés, comme l'acidille. Et des deutérostomiens, comme l'oursin ou l'étoile de mer. Alors ça va te faire sourire, mais il faut savoir que ce nom vient du fait que lors de votre embryogenèse, votre anus s'est formé avant votre bouche. Ce qui n'est pas le cas d'un moustique par exemple, lui c'est un protostomien, il a construit sa bouche en premier. Par contre, quel que soit votre niveau de priorité, lui et vous êtes des bilatériens. Votre anatomie est construite selon une symétrie axiale, bien qu'il y ait quelques exagérations chez certains individus. Enfin, rassemblons les méduses, ou encore les éponges, et pas mal d'autres animaux qui gagneraient à être connus, pour former l'ensemble du règne animal. Tu constateras sans doute que j'ai quelque peu bâclé la fin. J'aurais pu, par exemple, aller jusqu'au bout de la chaîne et remonter jusqu'à un groupe qui englobe l'ensemble des êtres vivants connus. J'aurais pu aussi partir d'un autre être vivant, par exemple un tardigrade, une truffe ou un prunier, et suivre un cheminement similaire. Mais si le sujet t'intéresse, toi, qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Oh, eh ben moi j'ai d'autres chats à fouetter. Allez, chalut! C'était la leçon du professeur Dionysos.